Good day, everyone, and Bonjour à welcome to tous, bienvenue à ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler de la mise en place d'une prise en charge globale des principes clés des services et des rôles. C'est le premier webinaire qui va porter sur l'accès aux soins aux traitements. Nous allons donc parler de soins de prise en charge globale prévus pour l'hémophilie, pour soutenir le personnel soignant et pour renforcer les soins globaux dans les centres. Je suis un hématologue qui travaille en Inde, à l'Université de médecine. J'ai le plaisir de travailler avec la FMH depuis plusieurs années et je suis ravie aujourd'hui de partager cette réunion avec vous. Pendant les prochaines 90 minutes, nous allons aborder les soins de la prise en charge de l'hémophilie. Ensuite, nous passerons à des questions pour un sondage. Ensuite, nous passerons à un point de discussion. Puis, nous aurons une présentation sur les composantes clés de cette prise en charge globale. Ensuite, une autre présentation sur les centres de traitement de l'hémophilie, un centre de traitement global au Nigeria. Et nous passerons à la discussion concernant et à une présentation concernant les exigences minimales pour établir un centre et une clinique d'hémophilie. Voilà. Nous essaierons d'être le plus bref possible dans nos présentations de façon à ce qu'il y ait un peu de temps pour les questions et les réponses. Nous allons vous expliquer comment vous pouvez poser vos questions et participer à la discussion. Bien, mais j'ai maintenant le plaisir de vous présenter les intervenants d'aujourd'hui. Le premier intervenant est le docteur Kate Kerr, qui défend le rôle de l'infirmière au sein de l'équipe multidisciplinaire en hémophilie. Elle est l'ancienne présidente du comité des infirmières de la FMH et l'une des administratrices fondatrices de Hemnet, une organisation caritative d'éducation et de recherche sur l'hémophilie. Elle est actuellement directrice de la recherche et directrice en chef du journal d'hémophilie Practice. Le docteur Kerr a travaillé au centre d'hémophilie pour enfants à partir de 1891. Ensuite, elle est passée dans un autre centre, toujours pour enfants, l'Orchide, afin d'utiliser son temps universitaire pour poursuivre son travail dans la recherche. Ensuite, nous entendrons le docteur Teresa Ndouaga, qui est hématologue, consultante au département d'hématologie et d'immunologie de l'UNTH Ituku Ozala Enugu. Elle est directrice coordinatrice du centre de traitement de l'hémophilie et elle est également vice-présidente médicale de la Fondation de l'hémophilie du Nigeria. Elle intervient fréquemment dans le domaine de la thrombose, de l'hémostase. Elle a encadré et supervisé de nombreuses thèses de troisième cycle dans le domaine de la thrombose et de l'hémophilie et de la drépanocytose. Le dernier intervenant de notre programme aujourd'hui est la docteure Adolfina Berges Garcia, qui est un médecin spécialisé en pédiatrie et en hématologie pédiatrique à l'Hôpital national pour enfants de Mexico. L'hôpital Dr Federico Gomez. Et sa carrière est axée sur les soins, l'enseignement et les activités de recherche. Elle a participé à la formation universitaire de plusieurs générations d'hématologues dans tout le Mexique. Et elle a participé à des forums universitaires et à des conférences nationales et internationales. Elle est conseillère médicale actuellement de la Fédération d'hémophilie du Mexique. Bien, je vais maintenant vous expliquer comment vous allez pouvoir accéder au service d'interprétation, puisque comme je vous l'ai dit, nous allons avoir une conférence très interactive. Donc, vous allez avoir une traduction en plusieurs langues. Vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez écouter. Nous avons français, espagnol, russe et arabe. Alors, cliquez sur le petit globe qu'il y a en bas de votre écran pour l'interprétation. Ensuite, vous allez pouvoir sélectionner la langue de votre choix et vous devriez
confirmer. Donc, l'anglais, et c'est la langue que vous allez entendre par défaut, mais vous pouvez entendre l'interprétation en 4 langues, donc espagnol, français, arabe et russe. Si vous nous écoutez sur un téléphone portable, vous devez, et comme vous le voyez sur l'image de la gauche, cliquez sur les 3 petits points qu'il y a en bas de l'écran pour sélectionner le service d'interprétation. L'image du centre vous montre un iPhone, hein. Vous pouvez sélectionner donc l'interprétation. Ensuite, vous devez sélectionner la langue de votre choix et cliquer sur et terminer en français, hein, en haut, en droit, à droite de votre écran. Attention, si vous ne cliquez pas sur terminer, la langue ne sera pas sélectionnée et vous n'entendrez pas l'interprétation. C'est important. Bien, maintenant, pour poser des questions, faire des commentaires, vous avez en bas de votre écran une petite boîte qui s'appelle Q&A, questions et réponses. Donc, nous essaierons de répondre à la plus grande quantité de questions et de réponses possibles pendant les périodes de questions, hein, qui auront lieu après chaque présentation. Vous pourrez aussi nous envoyer les questions par mail. On y répondra par mail après la conférence. Alors, sur l'écran, vous verrez les diapositives de la présentation. Et pour commencer, donc, je vais vous présenter mon propre travail. Alors, la prise en charge de l'hémophilie. D'abord, il faut avoir plusieurs objectifs et ensuite, il faut organiser le choix, la prise en charge et nous allons voir comment dans la prochaine diapositive. Et vous voyez ici les dernières questions liées à la prise en charge de l'hémophilie recommandée par la FMH. C'est un effort qui a été fait et pendant une longue période de temps. Ici, l'objectif de ce document est de reconnaître que beaucoup de personnels soignants et beaucoup de professionnels en général de la FMH et d'autres organisations participent à ces directives, hein, de la FMH qui ont été élaborées pour la prise en charge de l'hémophilie et sa 3e édition. Alors, ici, vous voyez donc tous les médecins comme le docteur Pierce, le docteur Marik Van Berg, et qui ont participé, ont fait de gros efforts pour mettre en place cette 3e édition. Ce document ici va vous montrer les 12 sections qui existent dans cette 3e édition, les 12 chapitres. Ce qui est important, c'est que nous avons ajouté des directives et il y a plusieurs directives qui sont de grande importance pour la prise en charge quotidienne et nous les avons marquées ici. Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur les 2 premiers chapitres. J'aborderai le premier et le docteur Kerr parlera du second. Ensuite, si on compare cette 3e édition avec la 2e édition qui est sortie, vous voyez qu'on a ici 338 recommandations qui ont été ajoutées. Dans la prochaine diapositive, vous voyez ce concept visant à définir les principes de la prise en charge de l'hémophilie. Je voulais revenir un petit peu sur l'histoire, hein. Il est indiqué qu'il y a une trentaine d'années, hein, le groupe de traitement de l'hémophilie en Europe s'est réuni et s'est nommé groupe de travail interdisciplinaire et s'est mis à travailler sur les principes européens de la prise en charge de l'hémophilie. Ils ont défini ce que chaque centre, chaque pays devait avoir comme objectif et vous pouvez bien imaginer que ce n'a pas été facile à mettre en œuvre. Et 5 ans plus tard, ils se sont à nouveau réunis. Ils ont fait un sondage, hein, une enquête au nom du centre ou du comité de thérapie de la Fondation européenne d'hémophilie et ils ont constaté que beaucoup de secteurs n'étaient pas encore aptes, n'étaient pas encore en mesure de respecter toutes ces recommandations. Et donc, ils ont voulu
faire quelque chose dans ce sens pour améliorer la situation. Maintenant, 10 ans plus tard, ce groupe s'est à nouveau réuni dans la région d'Asie-Pacifique et ils ont élaboré un autre document et qui tenait compte de la diversité socio-économique, des différents environnements de prise en charge. Et ici, sur la prochaine diapositive, vous allez voir une comparaison des deux documents. Les principes, les 10 principes définis dans les principes européens de la prise en charge européenne étaient inclus dans les principes asiatiques de la prise en charge de l'hémophilie, mais réalignés un petit peu pour rendre plus facile la compréhension. Et ce que l'on montre aussi dans la prochaine diapositive, c'est qu'on a souhaité ajouter d'autres éléments. Et un des éléments qui existait dans ce principe de prise en charge pour la région Asie-Pacifique, et c'est la même chose en Amérique latine, on a un taux de diagnostic qui est très bas pour les personnes atteintes d'hémophilie. C'est quelque chose qui n'avait pas été considéré pour la région européenne, mais si l'on considère dans d'autres régions et le diagnostic de l'hémophilie, on s'est rendu compte que c'était un problème et un principe important de base pour nous tous. Et aujourd'hui, on a la possibilité d'utiliser des méthodes génétiques pour établir les diagnostics. Étant donné la thérapie qui n'est pas toujours adéquate, la question de la prise en charge musculo-squelettique chez ces patients est très importante. Et on a inclus un chapitre spécifique dans les principes pour établir la prise en charge musculo-squelettique et l'évaluation des résultats. Donc, évaluer les résultats est aussi très important. Finalement, et donc élaborer ces principes 10 ans après le document européen, on a eu la possibilité de parler d'un nouveau produit lié à l'hémophilie qui devrait être l'objectif principal de tous les centres de traitement de l'hémophilie. Et il fallait mentionner le fait que tout ce que nous faisons dans le domaine de la santé doit être fait en fonction de la diversité socio-économique et culturelle et de la situation de ce pays dans le monde entier. Donc, en nous basant sur ces deux documents, le document asiatique et le document européen, on pense que la FMH a pu mettre en place ce document de principe de prise en charge, troisième édition, pour l'hémophilie dans le monde entier. Ici, nous avons divisé ces 12 principes en deux sections. Les 5 premiers, que vous voyez en caractère gras, se réfèrent à l'organisation de la prise en charge pour toutes les personnes atteintes d'hémophilie dans un pays. On a une structure générale d'un programme avec une coordination, l'accès aux produits, leur fourniture, le diagnostic, les services thérapeutiques, l'éducation et la formation que requiert le maintien des soins et bien sûr les recherches cliniques. Et les autres 7 principes que vous voyez ici se rapportent aux soins des individus au niveau du centre de traitement, qui peut être un centre global ou bien un centre de traitement de l'hémophilie qui offre des soins de base. Bien, passons maintenant à la prochaine diapositive sur laquelle vous voyez que établir un centre de traitement peut paraître quelque chose de facile ou de simple pour ceux qui participent à la prise en charge de l'hémophilie. Mais imaginez une situation dans laquelle un groupe de patients se sont réunis pour établir une organisation et ils ont besoin de certains soutiens. Ils sont allés voir une institution médicale et qui comprend leurs problèmes et qui est d'accord pour établir un centre de soins au niveau de base ou un centre plus avancé, centre global de traitement. On constate que très souvent, les gens ne savent pas très bien qu'est-ce qui est établi, quelles sont les installations, le personnel, les équipements qui sont nécessaires. Donc, ce que l'on a fait ici, c'est une liste du type de services et des personnes qui sont nécessaires, des professionnels nécessaires
pour pouvoir créer ce centre de traitement de l'hémophilie ou quelque chose de plus avancé comme centre global. Donc ici, sur cette diapositive, vous voyez que cette définition d'un centre de traitement et ce qui est nécessaire existe dans ce guide de l'hémophilie, de la FMH, pardon, et vous pouvez l'utiliser comme liste pour avoir un service de bonne qualité. Le point important ici à mentionner, c'est qu'il y a différents modèles pour établir ce type de centre. Dans certains cas, ce que l'on constate, c'est que les personnes essaient de désigner un nouveau, par exemple, d'organiser de nouvelles installations, un nouveau centre, un nouveau bâtiment dans lequel ils vont pouvoir créer leur centre. Et dans ce centre, on a la partie de la réception, on a une salle d'attente pour les patients, une salle de physiothérapie, etc., etc., un laboratoire dans certains cas. Donc ça, c'est un modèle, mais il y a d'autres modèles. Par exemple, les cas où l'on va établir des services à l'intérieur d'un département et d'installation qui existe et plutôt que de désigner des zones physiques, on va désigner des individus, on va les former pour qu'ils puissent fournir des soins aux personnes atteintes de troubles de la coagulation et de l'hémophilie. Donc, c'est un modèle plus intégré et je dois dire que je recommande ce dernier. Notre institution fournit des soins aux personnes atteintes de l'hémophilie depuis plus de 50 ans et vous verrez que dans les hôpitaux, vous ne trouverez pas un centre de traitement de l'hémophilie parce que ces patients ont besoin de services bien particuliers. Donc, je crois qu'il est important de mettre l'accent sur ces deux modèles qui existent et vous pouvez choisir celui qui vous paraît le plus adéquat dans votre pays. Prochaine diapositive, ici, vous voyez des caractéristiques bien précises pour les principes de soins qui ont été inclus dans cette section donc dans les directives de prise en charge de la FMH. Donc ici, il ne faut pas mettre trop l'accent, il faut insister sur le besoin d'informer et d'éduquer les patients concernant leur maladie, ce qu'est cette maladie, comment elle surgit, comment elle doit être traitée. Il ne suffit pas que le médecin et le personnel soignant les prennent en charge. Non, c'est très important que les patients apprennent à reconnaître des saignements, apprennent à noter leur traitement, leurs saignements au quotidien. C'est important pour ceux qui participent à leur prise en charge, mais c'est aussi important pour les personnes, pour leur suivi dans le centre, savoir combien de saignements ils ont eu, combien de saignements, à quel endroit et quel traitement leur a été donné, comment ils ont répondu à ce traitement. Est-ce que c'est eux qui administrent leur propre traitement, leur propre traitement de coagulation, comment ça se passe et quelle est la douleur dont ils souffrent, quels sont les facteurs dont ils ont besoin, à quelle dose, parce que finalement, c'est eux qui sont les mieux placés pour répondre à certaines choses. Quelle est la situation au niveau de la douleur? Est-ce qu'ils peuvent se prendre en charge même au niveau de leur vie quotidienne? Est-ce qu'ils peuvent participer à leur vie sociale? Donc, participer à ce programme d'enregistrement est très important aussi pour la prise en charge de ces patients. On fournit aussi des recommandations pour la partie du plaidoyer, comment ces patients peuvent participer au plaidoyer avec les différents membres qui travaillent à leur côté. Donc, cette partie est très importante dans le guide du traitement de la FMH. Et voilà ma dernière diapositive. Donc, ici, je vais vous montrer cette diapositive que je vais vous expliquer pour deux raisons. D'abord, parce que en fonction de la complexité des complications qui surgissent chez ces patients, partant de troubles de saignement, au niveau des articulations musculo-squelettiques, les chirurgies qui peuvent être nécessaires, ce qui peut arriver, les questions liées à la prévention, la partie génétique. Donc ici, vous voyez tout un ensemble de choses. Il faut
faut reconnaître que le personnel soignant, les professionnels qui sont ici sur cet écran vont fournir des soins aux hémophiles. Et la personne qui va s'occuper tout le temps de ces patients, c'est l'infirmière qui coordonne tous ces soins. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un centre de soins global. Cette personne qui va coordonner les soins est très importante pour prendre contact avec le patient, comprendre ses besoins, le mettre en contact avec les bons professionnels. Le deuxième aspect ici est le fait de passer de soins au traitement chirurgical, si cela est nécessaire. C'est une étape importante. La chirurgie pour les personnes atteintes de troubles de la coagulation requiert une organisation, une coordination entre tous les responsables. Et pour des personnes qui ont des inhibiteurs, c'est encore plus compliqué pour tous les centres, quelle que soit l'organisation qu'ils aient. Donc, je pense qu'ici, vous avez une bonne présentation de ce que doivent être ces soins et apprendre. Il faut apprendre à organiser une chirurgie, à organiser une chirurgie pour des personnes avec des inhibiteurs. Tout cela représente énormément de défis. Nous avons mis l'accent sur l'importance de soins globaux, mais il faut aussi mettre l'accent sur le fait que très souvent, la mauvaise prise en charge de ces patients donne lieu à des complications, alors que si on a une bonne équipe, une équipe qui est suffisante, on va pouvoir travailler. Si on doit faire venir d'autres personnes de l'hôpital, système de l'hôpital, les choses se compliquent. Donc, avoir une meilleure prise en charge et avoir une approche différente de ces soins globaux et avec tout cela, nos patients seront mieux pris en charge. Bien, maintenant, je vous remercie pour votre attention et avant de passer à la partie des des questions et des réponses, nous avons 2 étapes. La première sera 5 questions que nous allons vous poser et vous aurez 30 secondes pour répondre à ces questions. Cela vous donnera, à vous et aux intervenants, des réponses concernant la participation à ce programme aujourd'hui et la situation sur le terrain dans leur centre. Une fois que nous aurons fini, nous entendrons la présentation de Dr. Kaker et ensuite nous aurons de nouveau des questions et de réponses. Bien, première question. Votre centre de traitement de l'hémophilie est-il séparé de l'hôpital? S'agit-il d'une unité séparée de l'hôpital ou une région séparée physiquement mais dans l'hôpital? Ou fait-il partie des installations existantes à l'hôpital ou est-ce qu'il s'agit d'un autre modèle? Apparemment, il n'y a pas de musique. Alors, nous avons 30 secondes pour répondre. Nous pouvons voir une fenêtre. Vous pouvez choisir vos réponses et nous aurons les résultats très tôt. Voilà, quelqu'un va nous montrer les résultats. Nous avons beaucoup de combinaisons. C'est important de savoir qu'il y a une quatrième partie d'unité indépendante séparée de l'hôpital. Il y a la majorité qui font partie des installations existantes à l'hôpital. La deuxième question du sondage, c'est la suivante. Voilà. Merci. Quels sont les membres principaux de l'équipe multidisciplinaire qui travaille dans votre centre? Et vous pouvez choisir tout ce qui applique. Vous pouvez choisir qui sont les personnes qui travaillent dans les centres. Comment les centres sont organisés? Il peut y avoir des médecins, pédiatres intéressés aux troubles de la coagulation ou hématologues. Il peut y avoir coordinateur des infirmières. Il peut y avoir des physiothérapeutes
spécialistes en laboratoire. Et aussi, il peut y avoir des chirurgiens orthopédiques ou des spécialistes musculosquelettiques et aussi des spécialistes conseillers psychosociaux, les psychologues et les travailleurs sociaux. Il peut y avoir des conseillers. Voilà. Ça va plus rapide maintenant avec les réponses. Il y a 64 personnes qui ont participé. Il n'y a rien pour dire, comme on attendait. Une troisième partie des centres ont de soutien psychosocial. Je suis surpris de voir qu'il y a des pays où l'on commence avec un service précoce en ce qui concerne le soutien psychosocial. La troisième question est un rapport aux services organisés dans les centres. S'agit-il seulement des patients ambulatoires ou est-ce qu'il y a des lits pour avoir des patients pendant le jour? Ou est-ce que vous avez des patients hospitalisés? Ou est-ce qu'il y a une autre manière de fournir les services? Ce peut être même les services à domicile si vous en avez. Alors, vous pouvez choisir une réponse ou plus d'une réponse. Alors, c'est intéressant. Ceux qui participent aujourd'hui, 60% ont des lits pour les patients pendant le jour et pour l'hospitalisation. Et presque toutes donnent des services ambulatoires. Quatrième question sur le chirurgie. Comme nous avons déjà dit, les centres de traitement peuvent faire des chirurgies aux personnes avec troubles de la coagulation. Si vous donnez ce service de chirurgie, c'est pour les chirurgies mineures et majeures. Pour les personnes avec troubles de la coagulation sans inhibiteur ou pour tous les patients avec troubles de la coagulation. Avec les deux dernières réponses, la question est en rapport avec les laboratoires d'hémostase et l'équipe clinique qui peut prendre en charge les patients avec inhibiteurs. 17% ne donnent pas de services de chirurgie. Il y a des chirurgies avec inhibiteurs pour 25%. Alors, une quatrième pour les patients sans inhibiteurs et 40% pour patients avec inhibiteurs. Nous allons retourner à ces réponses pendant nos discussions. Et la dernière question, s'il y a des défis, des obstacles pour établir les services multidisciplinaires, nous allons parler sur ces sujets dans la prochaine présentation. Quels sont les obstacles ou les enjeux? C'est le manque de produits thérapeutiques, c'est le manque de spécialistes ou il y a dans les hôpitaux, il y a des personnes qui sont spécialistes mais qui n'ont jamais traité des patients avec troubles de la coagulation. Alors, il manque la formation. Quand on parle de manque de spécialistes formés, c'est des spécialistes qui traitent des patients avec troubles de la coagulation, le manque d'un laboratoire pour les procédures et d'autres raisons pour lesquelles
vous ne pouvez pas fournir un traitement multidisciplinaire complet, soin complet. Alors, il y a de différentes réponses. C'est intéressant de voir que 60% ont dit qu'il manque de spécialistes formés. Je crois que la FMH le sait. Ils sont en train de changer les composants des programmes pour soutenir les spécialistes qui manquent de formation et aussi un manque de produits thérapeutiques. Et bien sûr, c'est toujours un composant important. Nous allons revenir sur ceci. Je crois que nous avons fini avec les questions et maintenant, nous pouvons faire participer les intervenants qui vont parler des éléments. Mais avant de continuer avec la présentation de Kate, j'invite, je vais demander Kate qu'elle parle de la dernière question et après elle va faire sa présentation. Mais Tessa de Nigeria, vos commentaires seront sur les réponses que vous avez vues sur les questions. Quels sont vos commentaires? Merci, docteur. Merci, FMH, de m'avoir donné cette opportunité de parler. Quand je regarde les questions du sondage, spécialement ce qui concerne la question numéro 1, je crois que la plupart des gens ont dit que leurs centres de traitement de l'hémophilie font partie des installations existantes dans l'hôpital. Ce modèle pour les centres de traitement de l'hémophilie, c'est ce qu'on trouve parmi les institutions en Afrique. Je ne sais pas comment ça va dans d'autres régions du monde, mais le modèle d'avoir les spécialistes intéressés à la prise en charge des patients avec hémophilie et d'autres troubles de la coagulation. Je crois que ça, c'est la norme, c'est le standard. Dans notre centre, nous n'avons pas un centre indépendant, mais nous avons une équipe et ça montre ce que les participants ont répondu. Il y a quelques gens qui ont répondu qu'il y a un centre indépendant et tout ça est très important. Il y a l'option d'avoir des installations dans un centre qui semble être le modèle le plus commun. Merci. Merci, Teresa. Ceux qui n'ont pas pris la parole, s'il vous plaît, restez à muet parce qu'il y a beaucoup de bruit. Merci. Maintenant, je vais demander à Adolphine de faire ses commentaires sur les réponses au sondage. Adolphine, s'il vous plaît, vous pouvez prendre la parole. Adolphine, vous m'entendez? Merci. En Mexique, tous les centres de traitement pour les patients avec hémophilie et autres troubles de la coagulation sont aussi intégrés dans l'unité de l'hôpital. Ils ne sont pas externes, ils font partie de l'hôpital et de tous les services que l'hôpital peut offrir. Alors, nous avons des infirmières, des travailleurs sociaux et un laboratoire spécialisé pour ces troubles et aussi quand il y a besoin de spécialistes
comme réhabilitation et orthopédie. Ce sont des services externes qui sont aussi intégrés dans le système de la sécurité sociale. Et alors, c'est des soutiens externes que nous avons et quand on a besoin de ça, ils viennent dans notre hôpital et ils font les chirurgies en cas nécessaire. Maintenant, ils sont en train de retraduire ce que Madame vient de dire, c'est-à-dire qu'au Mexique, il y a l'accès aux équipes, mais pas toujours dans le même bâtiment. Ce qu'il y a, ce qui est demandé par d'autres, les spécialistes peuvent donner leur opinion et ils ont un service multidisciplinaire, même si les professionnels ne sont pas toujours dans le même bâtiment ou hôpital. Alors, ils peuvent donner les meilleurs soins aux patients. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Je crois qu'Adolphine était en train de dire quelque chose quand on l'a interrompu. Oui, je crois que c'est tout. Tous les patients avec hémophilie viennent dans ces centres et nous avons aussi tous les services d'urgence 24 heures pour ceux qui ont expérience avec ces problèmes. Maintenant, Dr. Izquierdo est en train de traduire vers l'anglais ce que Dr. Adolfina vient de dire. Je répète, il y a d'hôpital de 3e niveau et c'est très important. C'est une chose avec laquelle il travaille pour qu'il y ait d'accès aux services d'urgence 24 heures par jour. Quand l'hôpital a un saignement, le patient a accès au traitement pour être traité. Merci. Merci, docteur Adolphine. Maintenant, je vais inviter à faire un commentaire à Kate et après, elle va faire sa présentation. Merci. Je crois que c'est très intéressant de voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé avec l'équipe multidisciplinaire, avec tous les membres. 77 ont dit qu'ils sont des infirmières qui ont dit que ceci est très important pour l'équipe d'hémophilie. J'aurais répondu la même chose. Et l'autre chose qui m'a préoccupée, et on le verra aujourd'hui, c'est que seulement 61 ont dit qu'il y avait des spécialistes qui avaient été formés pour prendre en charge les personnes avec troubles de la coagulation. C'est très important dans ces pays de faire des entraînements locaux, au niveau local pour ces professionnels. Je crois que ça serait très important. Maintenant, vous pouvez commencer votre présentation. Bonjour à tous, je suis Kate Kerr, je suis directrice de recherche. Je travaille aussi avec des enfants handicapés dans un hôpital pour enfants de Londres. J'ai été présidente du comité d'infirmières de la FMH et aujourd'hui, je vais vous parler des points clés concernant ces soins globaux. Voilà ma déclaration d'intérêt. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui va principalement se baser sur le chapitre 2 du guide de prise en charge de l'hémophilie publié par la FMH. Donc, vous pouvez les consulter. Vous verrez que j'ajouterai quelques petits détails. Donc, alors, ces soins globaux sont des soins multidisciplinaires
pour le diagnostic, le traitement et la prise en charge des troubles de la coagulation, y compris les complications de la maladie en elle-même et le traitement que le patient va recevoir. En général, cela se fait à travers un centre de traitement qui peut travailler avec une petite équipe ou une grande équipe qui va fournir et organiser les soins et pendant 24 heures sur 24. Donc, vous pourrez être traité dans un hôpital. Le patient peut être aussi traité chez lui et la famille est importante aussi. On ne focalise pas seulement sur le patient, mais aussi sur la famille de la personne affectée. Et cela doit être fait au niveau physique et psychologique. Il faut analyser la santé, le bien-être de la famille, y compris des porteurs. Je mets porteurs ici entre guillemets parce que je veux inclure aussi les femmes atteintes d'hémophilie. Il est important de les inclure dans la prise en charge de leurs enfants, des membres de la famille et de ne pas les ignorer parce que très souvent on a tendance à les ignorer. Alors, que signifie cette prise en charge globale? Vous verrez, j'en parlerai beaucoup parce que c'est quelque chose de très important. Il faut reconnaître que l'on fait les choses différemment, qu'il n'y a pas de bonnes manières ou de mauvaises manières de faire les choses. Tout peut être positif. Les choses s'améliorent dans le temps. Alors, ces soins globaux, diagnostic d'abord. On va regarder la personne ou l'enfant atteint d'hémophilie. On ne sait pas si cette personne a une hémophilie A ou B en fonction du tableau clinique. Donc, il faut diagnostiquer la maladie en elle-même. Il faut le faire. Il faut penser au traitement des personnes atteintes de saignement et si ces personnes saignent, si ces personnes peuvent recevoir un traitement prophylaxique. Il faut voir aussi si on peut donner un traitement à domicile pour ce patient. On peut aussi essayer de tester de nouveaux produits à travers des essais et cliniques qui sont réalisés dans votre pays. Il faut aussi penser aux effets secondaires du traitement. Il faut contrôler le traitement, s'assurer que les niveaux sont corrects. Ensuite, il faut penser à d'autres aspects liés à une vie avec des troubles de la coagulation, à savoir prise en charge de la douleur, de l'arthropathie, qualité de la vie et comme je l'ai dit, l'ensemble de la famille va être affecté par la maladie. Et puis finalement, l'éducation et la recherche. Donc, donner des soins locaux. Les patients peuvent parfois vivre très loin du centre. Et donc, il faut s'assurer que le traitement pourra aussi être donné à domicile. Et puis, il est important d'encourager le personnel soignant à expliquer pourquoi il donne tel ou tel traitement de façon à collecter ces données. Donc, si on pense à un centre de soins global, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un centre qui fonctionne 24 heures sur 24, qui va avoir un laboratoire de coagulation qui va évaluer facteur 8, facteur 9, 24 heures sur 24. Même les grands centres d'Europe ne peuvent pas faire cela, hein, parfois pendant les vacances ou pendant le week-end. Donc, ne vous sentez pas coupable si vous ne pouvez pas le faire non plus. Vous devez aussi avoir un laboratoire, pardon, un traitement à base de plasma, de recombinant, tout cela, de DDAVP dans votre centre. Vous pouvez avoir cela dans votre centre de traitement, dans votre laboratoire. Tout dépend des règles du pays dans lequel vous vous trouvez et des politiques que l'on applique. On doit aussi avoir accès aux produits sanguins comme le FFP, les cryoprécipités pour des personnes qui sont traitées avec des concentrés qui ne sont pas des facteurs. Tout cela doit être à leur disposition. Il faut aussi pouvoir faire toutes les analyses, les tests et le dépistage chez ces patients. L'idéal serait d'avoir un physiothérapeute qui appartienne à l'équipe. On peut aussi avoir accès à un physiothérapeute à l'extérieur. Ce physiothérapeute doit être capable de poser un plâtre, de faire de la rééducation, d'utiliser le système de Price et autres.
Finalement, vous devez avoir accès à d'autres spécialistes. Nous parlerons de cela un peu plus tard. Bien, donc qui est dans votre équipe actuellement? Bien, alors vous pouvez avoir des personnes atteintes de troubles de la coagulation et de leur famille. Ce sont des membres de votre équipe. Sans eux, nous n'avons pas de travail. Et avec eux, nous avons un bon travail très intéressant. Nous devons les aider, les soutenir et les former aussi. Nous verrons cela plus tard. Nous devons les former et leur expliquer ce qu'est leur maladie. Ensuite, toujours dans cette équipe, nous avons le médecin clinique. Donc, j'ai mis médecin clinique ici. Ça peut être aussi une infirmière, un travailleur social, un physiothérapeute, quelqu'un qui va organiser les soins, qui va coordonner avec la famille et avec le patient pour organiser l'équipe dont on va avoir besoin pour traiter ces patients. Une fois que vous avez cette équipe, donc, on a besoin du reste de l'équipe. Et ici, vous voyez tous les membres du reste de l'équipe, ce qui serait idéal d'avoir dans votre équipe. Bien, vous pouvez ne pas avoir toutes ces personnes dans votre équipe. Mais moi, personnellement, quand j'ai commencé à travailler comme infirmière pour l'hémophilie, j'étais moi-même à temps complet. Il y avait un médecin physiothérapeute, il y avait un personnel de laboratoire et c'était tout. Maintenant, nous avons une équipe formée avec tous ces professionnels et je vais vous expliquer un petit peu la façon dont on fonctionne et pour encore améliorer cette équipe. Alors, l'équipe multidisciplinaire, donc le directeur central, la coordinatrice en infirmerie, on en a parlé déjà, c'est très important, cette coordination au niveau de l'infirmerie est très importante. Ensuite, un physiothérapeute, un soutien psychosocial et le secteur du laboratoire, bien sûr. Donc, vous voyez en général, ce directeur de centre est un médecin, un pédiatre, un hématologue, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des fois des infirmières qui jouent ce rôle. Ensuite, au niveau du laboratoire, des fois, les responsables de laboratoire vont prescrire des traitements. Ça arrive. La coordinatrice d'infirmière va fournir des soins et il s'agit de la personne qui surtout organise tout le monde, éduque, forme la famille, les patients, coordonne les soins à domicile, lance la partie des traitements, organise tout cela et est en contact avec le patient, va évaluer le patient lorsqu'il arrive avec des saignements, commencer le traitement à domicile. Le physiothérapeute est quelqu'un de très important dans l'équipe parce qu'il peut éduquer les patients et les soignants pour la prévention et la réhabilitation en cas de saignement. Et puis, le soutien psychosocial, c'est très important. Les personnes de la famille ont besoin d'une aide et donc avoir ce soutien psychosocial des travailleurs sociaux, un psychologue qui fournit un soin, un soutien aux patients qui les évalue au niveau local. Tout cela est très important. Et puis, il y a aussi une autre évaluation pour essayer d'améliorer la vie des patients. Et au niveau du personnel de laboratoire aussi, c'est très important, en fonction des hôpitaux, des installations qu'on a. On va avoir un système ou un service différent, mais il faut pouvoir faire des tests de laboratoire bien précis et des suivis de traitement. Donc, il faut avoir une bonne relation avec le laboratoire, qu'ils sentent qu'ils appartiennent à l'équipe. C'est très important. Bien, donc ici, je vous montre une autre diapositive. De nouveau, la même diapositive des membres de l'équipe. Et j'espère que ici, vous voyez votre propre équipe de prise en charge de l'hémophilie. À mesure que les choses avancent, que votre équipe devient plus importante, qu'il y a plus de professionnels, vous pouvez avoir une équipe qui commence à ressembler à cela. Vous avez donc au centre envers le patient et sa famille,
autour, en bleu, vous avez votre première équipe. Et ensuite, à mesure que votre service se développe, vous allez avoir davantage de personnes. Vous allez avoir, par exemple, quelqu'un qui va travailler sur l'aspect génétique avec des conseils génétiques. Vous allez avoir une thérapie génique que vous allez pouvoir offrir à votre patient. Vous allez travailler avec un immunologue, un thérapeute génique, hein. Vous allez travailler avec des services à domicile, des infirmières qui vont aider les patients chez eux parce que les personnes atteintes de troubles de la coagulation vieillissent et très souvent, ils ont besoin d'être pris en charge chez eux, hein. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont nécessaires ici et tout cela va être basé sur la collecte de données. La collecte de données est très importante parce que ça nous permet d'être sûr que les soins que nous offrons aux patients sont sûrs et efficaces. Ici, quelques recommandations du chapitre 2 du rapport de la FMH de l'année dernière. Et ici, la FMH a proposé, hein, que l'on ait ici des points importants, hein, avec une équipe qui va prendre en charge le patient, comme par exemple une équipe multidisciplinaire qui comprend un hématologue, un spécialiste en aspect musculo-squelettique. La qualité de la vie doit être évaluée, c'est très important. On a des questionnaires, par exemple, qui existent, qui sont très utiles pour parler avec les familles, avec les personnes atteintes de troubles de la coagulation. Comment est-ce que fonctionne leur vie au quotidien? Et les enfants et les adolescents aussi doivent être soutenus par un département particulier. Dans certains pays où on diagnostique les adultes en premier lieu, on essaie aussi de former les enfants pour qu'ils puissent s'auto-perfuser, se prendre en charge, une prise en charge large, hein, qui comprend les facteurs et l'administration des facteurs. Voyons un petit peu maintenant la coordination des soins. Il faut voir d'abord si ce patient, cet adulte peut être formé concernant ces troubles, leur évolution. On fait cela en travaillant en équipe avec les patients, en cas de chirurgie aussi. Après les saignements, on fait un suivi de l'état du patient, on fait un contrôle du traitement, on fait une révision annuelle. On regarde comment est-ce que la prise en charge a évolué et a résulté suite à une opération chirurgicale. Nous essayons aussi de réadresser nos patients au personnel et aux soignants adéquats. Nous travaillons avec les patients et leurs familles. Nous essayons d'avoir des plans de prise en charge individualisés, révisés et audités et peaufinés, améliorés dans les cas où cela est possible. Ce qui est important aussi ici, c'est que si vous pensez à un patient chez lequel on a diagnostiqué une hémophilie, on peut l'envoyer et voir un hémophile, mais ce qui est important ici, c'est de réunir le patient avec d'autres patients atteints d'hémophilie, avec un groupe de personnes ayant le même problème, soutenir le patient et son éducation, le former et le soutenir. C'est très important pour ces soins globaux. Si on peut faire cela, on peut améliorer la prise en charge chez ces personnes et chez toutes les personnes qui s'occupent de ce patient. Donc, il faut travailler avec d'autres personnes qui sont dans les équipes d'hémophilie, qui sont proches de chez vous. Il faut travailler avec les patients, les organisations de patients qui sont très utiles, voir comment on peut travailler tous ensemble pour aider
le patient à travers ces organisations de patients et aider la communauté hémophile dans son ensemble. En conclusion, je dirais que ces équipes multidisciplinaires donnent de meilleurs soins, une meilleure prise en charge aux patients parce qu'on peut éduquer, soutenir les personnes et leurs familles. Cette équipe multidisciplinaire peut changer en fonction du pays, du monde où vous vous trouvez et on peut améliorer, donner davantage de soins ou donner soins minimum en fonction de vos capacités. On peut faire cela seulement si l'on travaille avec les personnes atteintes de troubles de la coagulation et avec leur famille. C'est très important. Je l'ai déjà dit, nous devons nous assurer que nous avons des soins appropriés en fonction de l'âge et en fonction de la personne, de la famille qui est affectée. Et pour cela, nous devons aider les gens à s'auto-prendre en charge. Donc, leur expliquer les traitements, leur expliquer comment ils peuvent mieux vivre dans leur vie, etc. Donc, je vous donne la parole et si vous avez des questions, allez-y. Merci, Kate. Merci. Nous allons passer à la prochaine présentation et je vais présenter le docteur Teresa qui va nous parler des soins globaux au Nigeria. Merci. Prochain, s'il vous plaît. Je voudrais remercier la Fédération mondiale de l'hémophilie pour m'avoir invité à parler sur les centres de traitement de l'hémophilie en Nigeria. Je vais présenter ce que vous voyez sur l'écran. La prochaine, s'il vous plaît. Bon, je vous donne un aperçu. Nous avons 21 000 patients atteints de l'hémophilie au Nigeria. Voilà la prévalence mondiale. 21 000 patients. Mais nous avons identifié plus de 600 personnes atteintes de l'hémophilie dans mon pays et la prise en charge de l'hémophilie a évolué. La première fois qu'il y a un Nigérian qui a été diagnostiqué, ça a été en 1967. Et après, on a commencé à recevoir les dons de Micizumab à travers les programmes d'aide humanitaire. Il y a eu une consommation de 0 unité per capita en 2005 et en 2015, nous avons reçu de 2015 à 2021, nous avons reçu 22 millions d'unités internationales. Maintenant, je vais parler des soins complets, mais je ne vais pas détailler beaucoup parce qu'on a déjà parlé des centres multidisciplinaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que les soins des personnes atteintes de l'hémophilie ont évolué et ils continuent à évoluer. Nous avons reconnu que les centres de traitement de l'hémophilie sont fondamentaux pour avoir des soins complets pour les personnes atteintes de l'hémophilie. Au Nigeria, nous avons évolué des cliniques d'hématologues au centre de traitement de l'hémophilie. Au Nigeria, nous avons maintenant 13 centres de traitement de l'hémophilie et il y en a 6 qui donnent des services multidisciplinaires. Comment est-ce qu'on a fait la prise en charge de l'hémophilie? Avant l'établissement des centres de traitement de l'hémophilie, nous n'avions pas de soutien pour la prise en charge. Quand je dis ça, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait un manque de spécialistes à l'hôpital. Et les cliniciens doutaient s'il s'agissait que l'hémophilie était vraiment un problème dans notre localité. Il n'y avait pas d'équipe multidisciplinaire, les soins n'étaient pas coordonnés ni proactifs.
il n'y avait pas d'accès aux facteurs de coagulation. Et ce qui est très important est qu'il n'y avait pas de confiance sur les personnes avec hémophilie. Elles ne croyaient pas leur docteur et à cause de ça et à cause des croyances traditionnelles, les patients refusaient les concentrés même quand les concentrés étaient disponibles. Alors, dans notre centre, nous avons seulement 2 patients enregistrés. Il n'y a pas d'équipe multidisciplinaire. L'accès aux facteurs de coagulation n'était pas à l'hôpital et les résultats pour les patients n'étaient pas favorables. Sur la base de notre expérience, nous avons identifié les éléments clés que nous croyons c'était important pour établir un centre de traitement de l'hémophilie. Les éléments sont le soutien des organisations nationales membres, c'est-à-dire la Fondation de l'hémophilie du Nigeria. Il faut avoir le soutien des administrateurs de l'hôpital et aussi il faut former une équipe multidisciplinaire qui soit concentrée dans les patients. Il y a des différences d'un centre à l'autre, mais ce qui est en commun, c'est qu'il faut voir, est-ce qu'il faut avoir une équipe où les équipes soient dédiées avec les compromis vers les patients et avec les compétences pour travailler ensemble en une équipe. Voilà ce qui est nécessaire. Pour les centres, ce qui est important, les structures, mais ça n'est pas une priorité. Dans notre centre, nous devions former un centre de traitement sur la structure existante. Et après, on a eu besoin de spécialistes qui venaient d'autres départements qui étaient intéressés de participer à notre équipe. Et un autre élément important, c'est de créer confiance entre les personnes atteintes de l'hémophilie. Prochaine. Quand nous avons commencé, le centre a été établi en 2012. À ce moment-là, il y avait seulement les soins de base, c'est-à-dire thérapie physique, services de laboratoire et hématologue. Mais après, nous avons vu qu'il y avait besoin d'infirmières d'hémophilie. Il y avait le besoin d'une pharmacie pour qu'il y ait les facteurs de coagulation, les concentrés. Bien sûr, les chirurgiens dentaires, orthopédiques, neurochirurgiens, un chirurgien pédiatrique et aussi les conseillers génétiques et bien sûr les services sociaux. Qu'est-ce que nous avons achevé? Bon, d'après l'établissement du centre, nous avons augmenté les compromis de l'administration de l'hôpital. Nous avons gagné la confiance des personnes atteintes de l'hémophilie et leurs familles. Et nous avons un registre des patients ambulatoires. Nous avons 62 patients enregistrés. Maintenant, nous avons des soins spécialisés, coordonnés et proactifs. Et nous avons élargi nos services. Nous participons dans le programme de jumelage de la FMH et aussi dans le programme de bourses. Et comme j'ai déjà dit, nous avons été soutenus par notre ONM. Nous avons aussi augmenté la sensibilisation avec la formation, la sensibilisation, le plaidoyer. Et une chose, c'est que nous avons augmenté la sensibilisation parce qu'à l'hôpital, nous pouvons avoir, quand il y a un cas
suspects. Le public est maintenant plus conscient, plus sensible au cas d'hémophilie. Et maintenant, il y a plus d'hôpitaux qui sont en rapport avec nous et nous avons aussi reçu le soutien du groupe de recherche. Maintenant, nous avons des conseillers génétiques et des services sociaux. Nous avons une population de personnes atteintes de l'hémophilie qui sont là. Il y a les hématologues, les infirmiers qui donnent des conseils parce que nous n'avons pas de conseillers à l'hôpital. Voilà les statistiques. Nous avons trouvé des patients avec hémophilie A dans notre centre de traitement de l'hémophilie. Et vous pouvez voir qu'il y a eu une augmentation du nombre de patients atteints d'hémophilie qui sont pris en charge dans notre centre de traitement. Nous pouvons faire beaucoup de procédures dans notre centre de traitement au groupe pédiatrique et adultes. Il y a les circoncisions, les synovectomies chimiques, les craniotomies. Voilà les procédures chirurgiques. En ce qui concerne les types de saignements, nous voyons les saignements articulaires, musculosquelettiques et intracrâniales. En ce qui concerne les concentrés des facteurs de coagulation, nous dépendons du programme d'aide humanitaire de la FMH. Nous recevons les produits d'hémivie élargie, et dérivés de plasma et recombinants. Et nous avons reçu des dons d'hémicizumab pour 14 personnes atteintes de l'hémophilie. Notre gouvernement a ajouté l'hémophilie comme une des maladies non transmissibles sur leur plateforme. Et nous espérons qu'ils vont pouvoir acheter ces produits à l'avenir. Voilà les produits donnés que nous avons dans nos frigos. Et quels sont les défis pour nous? Bon, je voudrais vous montrer cet écran, ce diapo pour vous montrer où nous étions en 2017 et où nous sommes maintenant. En ce qui concerne les défis, il y avait des défis par rapport aux patients, à l'hôpital et au gouvernement. La pauvreté est très élargie. Les patients n'ont pas accès aux soins à cause de la localisation des centres de traitement. Ils doivent voyager des distances très grandes et il y avait aussi un manque de sensibilisation, de connaissance de cette maladie. Maintenant, nous pouvons augmenter les groupes de soutien des patients et des parents. Les patients n'ont pas peur de stigmatisation maintenant. Et en ce qui concerne l'hôpital, il y a la recherche et l'enregistrement. Il y a un manque de personnel formé. Ils pourraient bénéficier de l'entraînement de la FMH. Et nous avons le soutien pour les laboratoires. Nous avons eu des ateliers de diagnostic à l'hôpital et il y avait des défis par rapport au gouvernement. Maintenant, le gouvernement a inclus l'hémophilie comme une maladie non transmissible et il faut augmenter les compromis, le soutien du gouvernement
aussi pour acheter les concentrés des facteurs de la coagulation. Voilà la réalité. Nous avions un groupe d'enfants qui avaient de différents types d'arthropathie à cause de l'hémophilie. Là, ils avaient des saignements, comme vous voyez. Et ici, vous pouvez voir la cohorte des patients avec prophylaxie à baisse dose. Voilà les programmes d'emicizumab ici, les patients sur emicizumab. Pour conclure, vous pouvez voir l'équipe ici. Voilà, je voudrais remercier l'ONM et la FMH. Ici, je voudrais vous montrer ce qui a été dit par un patient à moi sur prophylaxis. Il a dit, maman, je suis plus normal maintenant que ceux qui ont des facteurs de coagulation normaux. Merci beaucoup. Merci. Ça a été une présentation excellente de la situation au Nigeria. Et maintenant, nous allons donner la parole c'est la dernière présentation dans ce programme. Nous allons entendre Adolfina Berges Garcia du Mexique qui va parler des éléments, des exigences minimales pour établir. C'est un plaisir pour moi de présenter ce travail sur le travail de la Fédération de l'hémophilie. Je vais discuter les exigences minimales pour établir un centre d'hémophilie. Je vais parler en représentation du Mexique. Je vais vous parler de comment on soigne les patients dans les centres de la Sécurité sociale du Mexique. Il s'agit de l'agence la plus grande, avec la plus grande capacité pour soigner les patients de l'hémophilie. Ils sont toujours, Mexique est un territoire très large et il peut y avoir des différences entre les hôpitaux, même s'ils appartiennent à la sécurité sociale. Nous savons que les patients atteints de l'hémophilie ont une maladie chronique qui n'est pas curée. Et ceci a un impact en ce qui concerne leur économie et leur vie sociale. Et alors, pour donner une meilleure réponse, il y a besoin d'une équipe multidisciplinaire. C'est ça que nous appelons les soins complets. Le rôle de la clinique, c'est de donner aux patients une évaluation intégrale. Ceci est déterminé individuellement par les institutions, mais on fait une évaluation 1 ou 2 fois par an. Le traitement des patients atteints d'hémophilie peut être offert parmi une équipe multidisciplinaire. Nous pouvons voir que les patients qui reçoivent des soins multidisciplinaires dans une institution auront une meilleure protection et une réduction de la morbidité et la mortalité. Ici, vous voyez les enfants qui sont dans un camping. Ils sont là. Et ce que nous pouvons voir, c'est qu'ils reçoivent traitement avec CFC et avec une équipe multidisciplinaire. Ceci va améliorer la qualité de vie, c'est-à-dire que les soins complets vont améliorer la qualité de vie, réduire la morbidité, promouvoir la santé mentale. Et comment pouvons-nous former une clinique d'hémophilie quand nous n'avons pas tous les éléments nécessaires? Il n'y a pas un centre multidisciplinaire. Si nous avons un hématologue, les patients, la famille du patient, avec ça, nous pouvons
dire que nous pouvons commencer avec une clinique d'hémophilie. Ceci, on peut appeler soins complets. Ceci peut être fait si les décisions sont soutenues. Ici, un docteur qui ne fait pas partie de notre hôpital, ici, nous pouvons voir tous les membres que nous recommandons devraient faire partie de l'équipe pour dire que nous avons vraiment un traitement multidisciplinaire. Mais il n'y a pas besoin d'avoir tout le monde là, comme vous verrez après. Nutrition, ça serait très bien de l'avoir. Si nous n'avons pas de nutritionniste, peut-être les médecins peuvent donner des conseils de régime aux patients. En ce qui concerne la génétique, et ça c'est nécessaire pour les cas spéciaux, aussi psychologie, odontologie, réhabilitation. Voilà mon triangle. Maintenant, ça pourrait être aussi carré. Je suis hématologue et j'ai commencé cette clinique d'hémophilie. Les travailleurs sociaux étaient en contact avec les patients, ils donnaient des formations, ils enseignaient les patients l'autoperfusion. Les infirmières aussi ont formé la famille et les patients en ce qui concerne les soutiens de ces patients, les soins de ces patients. Alors, les deux équipes peuvent donner un soin complet et bien sûr, le laboratoire doit être là pour avoir un diagnostic correct, savoir le type d'hémophilie. Et s'il y a un enfant qui commence la prophylaxie primaire et il ne répond pas, il faut voir s'il n'y a pas d'inhibiteur. Ceci est fondamental pour nous dans une clinique d'hémophilie. Nous allons faire des progrès avec ceci. Et bien sûr, nous devons toujours chercher le soutien d'autres spécialistes. Alors, quelles sont les fonctions, les rôles de la clinique? De donner, de fournir des soins à l'hôpital et ambulatoire pour avoir une réduction des hospitalisations. Bien sûr, quand il s'agit des patients ambulatoires, il faut leur donner le traitement. Il faut aider les personnels. Il faut y avoir des urgences, des thérapies intensives et laboratoires. Ils doivent savoir, tous les spécialistes doivent savoir ce qu'ils doivent faire. Ceci doit être ambulatoire et les patients doivent savoir quel sera le diagnostic. Ils devraient toujours revenir chez eux. Nous devons demander aux patients de nous et de nous dire, et nous devons demander aux patients, aux enfants de venir nous voir tous les 6 mois. C'est très important et de façon à ce que ces patients soient traités et correctement. La prise en charge pour les soins d'hémophilie est tout à fait spéciale. Tous les médecins doivent être traités dans le domaine de l'hémophilie, les hématologues, les infirmières, les experts de laboratoire,
tous les membres de l'équipe doivent avoir une formation spéciale. Les médecins orthopédiques doivent aussi recevoir une formation spéciale pour traiter les patients atteints d'hémophilie. Ils doivent tous avoir une formation spéciale pour l'hémophilie. Donc, quand il s'agit des patients et de leurs familles et de répondre à leurs besoins, quand ils sont traités dans des centres de traitement multi et sectoriels, ils sont mieux traités. Ce qui est important ici, c'est d'avoir une équipe médicale qui connaît les soins, la prise en charge de l'hémophilie, parce qu'ils vont jouer ce rôle donc, de médecin et dans cette équipe globale. Alors, quel est l'objectif de cette prise en charge de l'hémophilie? D'abord, améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de troubles de la coagulation. Nous constatons que grâce à ces traitements, les enfants peuvent courir, aller à l'école, etc. Il n'est pas nécessaire de faire d'autres évaluations. On le constate au niveau de leurs activités au quotidien. Il peut y avoir une collaboration entre les différents centres de soins, des centres de traitement hémophiles. Toutes les approches et doivent être prises en compte, par exemple, le trouble rare de la coagulation avec les déficits de facteur 5 ou de facteur 7. Tout cela doit être fait. Il faut évaluer les résultats. Il faut évaluer les résultats obtenus, les tests, les vérifications qui ont été faites après les chirurgies, etc. Nous devons établir des indicateurs pour évaluer la qualité de vie de nos patients et la qualité des soins qui leur sont fournis. Ces indicateurs sont utilisés au niveau mondial et il s'agit d'un registre de saignement. Il s'agit du taux annuel de saignement et il s'agit d'un taux qui est très utile pour savoir si les saignements ont augmenté ou ont diminué, est-ce qu'ils ont été stables. Donc, c'est un taux qui est très utile pour notre évaluation au quotidien. On a aussi la question de la quantité de produits utilisés qui doit être notée et évaluée pour savoir s'il y a eu des modifications. C'est très important parce que ce sont des médicaments qui coûtent très cher et donc il faut s'assurer qu'ils ne soient pas gaspillés. Donc, ces personnes responsables de soins doivent participer à la partie de recherche, de formation et d'innovation. C'est très important pour que l'on puisse peu à peu améliorer les soins et être connu pour ce que nous faisons. L'engagement à éduquer les patients et les familles aussi, c'est un point très important. Les participants des centres de prise en charge de l'hémophilie et ce personnel soignant doit donner des cours destinés aux personnes atteintes d'hémophilie et leurs familles, à la communauté en général. On peut offrir cela à l'école. On peut prendre la parole devant une salle de classe, expliquer de quoi il s'agit. Un membre de notre équipe peut être à l'intérieur d'une école, par exemple, et s'occuper de cette séance, fournir un soutien aux associations de patients aussi. Nous devons atteindre tous ces objectifs afin d'être sûrs que nous travaillons avec l'environnement social dans lequel nos patients vivent et nous devons définir la façon dont cet enfant va continuer à interagir face à différentes situations et que l'enfant ne soit pas obligé d'aller voir le médecin trop régulièrement. Donc, je dirais que pour conclure, ce qui est le plus important, c'est que les hématologues soient ouverts et acceptent de prendre en charge un centre de traitement de l'hématologie ou une clinique. L'hématologue pourra ensuite organiser sa propre équipe et pourra chercher les différents membres, infirmières, travailleurs sociaux et hématologues, etc. Et tous les membres de l'équipe qui sont nécessaires pour qu'il y ait des soins 24 heures sur 24, des soins adéquats,
les quantités de traitements et de facteurs et de agents bypassants nécessaires sur place. Tout cela est très important parce que parfois, une dose peut changer tout un traitement. Ensuite, la prise en charge des complications qui pourraient surgir chez nos patients est très importante aussi parce que cela va avoir un impact et tout cela doit être évalué par les experts en hématologie, bien sûr. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite au prochain congrès mondial de la FMH qui aura lieu au mois de mai de l'année prochaine à Montréal. Merci. Merci, docteur Adolphine. Je veux aussi profiter de cette occasion pour remercier tous les intervenants pour leur présentation. Nous allons maintenant passer à la partie des questions et des réponses. Nous avons le temps. Et nous avons le temps donc de prendre certaines questions qui ont déjà été posées dans la partie des questions et des réponses. Je vais donc commencer par la première question de Megan Adediran. Est-ce que la thérapie à domicile est importante? Mais comment est-ce que vous faites pour que les fournisseurs, les soignants acceptent cette thérapie à domicile? Bien. Alors, je crois que Kate doit partir parce qu'elle a un autre engagement, mais je pense que Teresa ou le docteur Alphonsine vont pouvoir répondre. Je dirais que ici, c'est une question de plaidoyer et de données aussi que l'on possède. Ces données indiquent que sans remplacement régulier du facteur, il n'y a pas de modification dans le cadre de l'hémophilie. C'est le message de base directive. Et donc, si vous ne faites pas de thérapie à domicile, vous ne pourrez pas faire de thérapie de remplacement de facteurs à long terme. Donc, sans remplacement régulier, c'est un petit peu comme si vous ne traitiez pas l'hémophilie. C'est ça qui est important, il faut le dire. Ensuite, il faut organiser les soins de manière pratique pour que le médecin puisse inclure cela dans son budget pour la famille, pour le patient. Cette prophylaxie est un bon départ. Ensuite, essayer de voir si l'enfant, l'adulte va mieux, s'il peut vivre une vie normale sans saignement ou avec une quantité minime de saignement. Donc voilà, c'est le concept de base et qui est important. Je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter. Allez-y. Docteur Nessi. Bien, nous allons entendre le docteur Nessi, ensuite Adolphine. Docteur Nessi, Tessi au micro. Je rajouterai aussi que la thérapie à domicile est quelque chose qui doit être fait avec la personne atteinte d'hémophilie et avec son soignant, avec le personnel soignant. C'est un travail d'équipe. Ce n'est pas un ordre qui va venir de la part du soignant vers le patient. Non, le patient doit avoir confiance dans le médecin et le médecin doit être sûr que le patient va utiliser correctement le produit. Donc, je suis d'accord avec vous. Nous devons contrôler les saignements. Nous devons appliquer cette thérapie de remplacement et tout cela est fait grâce à la thérapie à domicile. Parce qu'on a des patients qui viennent de très loin à l'hôpital. Quand ils arrivent à l'hôpital, les problèmes articulaires ont déjà surgi. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Et les soignants comprennent bien que c'est meilleur pour leurs patients, que c'est un avantage pour leurs patients. Docteur Dolfina, allez-y. Docteur Dolfina, on ne vous entend pas. Adolfina, oui, maintenant on vous entend. Merci. Allez-y.
Je dirais qu'au Mexique, nous faisons donc la thérapie à domicile. On a commencé avec un programme d'enseignement de l'auto et perfusion pour que les patients et leurs familles apprennent à se faire la perfusion eux-mêmes, hein. Et ensuite, les infirmières, après leur avoir donné un petit cours, décréter que ces patients pouvaient eux-mêmes se faire la perfusion et à ce moment-là, on fournissait le produit chez eux aux patients. On apporte les produits aux patients chez eux. Il y a des patients qui vivent à 5 ou 6 heures du centre de traitement de l'hémophilie et nous avons une entreprise qui fournit le médicament qui est responsable d'apporter le traitement chez le patient avec un contrôle complet de ce qui est remis au patient, de ce qui est appliqué, de ce que le patient peut s'est appliqué comme traitement et ce qu'il a utilisé ou pas. Le médecin donc va avoir un registre pour contrôler tout cela avec le patient de façon à éviter les hémorragies. Cela permet aux patients de ne pas être obligés d'aller à l'hôpital parce que là, les saignements ont considérablement diminué à travers ce type de traitement à domicile. Les patients ont une meilleure qualité de vie. Ils peuvent directement avoir une vie normale, aller à l'école, travailler et lorsque ils sont déjà stables, on fait une évaluation, hein, tous les 6 mois pour les enfants, tous les ans pour les adultes. Les enfants qui arrivent pour la première fois au centre de traitement vont recevoir un traitement mensuel avec des facteurs de coagulation d'origine plasmatique et on commence avant l'âge de 3 ans, ce type de traitement chez les petits-enfants. Et je dirais qu'on a une grande proportion de patients qui vont faire leur traitement à domicile et les patients qui ont des inhibiteurs aussi reçoivent leur traitement à domicile. Et ça se passe très bien. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci, docteur Adolphine. Et traduit ce que le docteur Adolphina vient de dire en espagnol et que j'ai déjà traduit, donc je ne le répéterai pas.
Merci beaucoup. Nous avons pris 5 minutes pour répondre à cette question parce que c'est une question très importante. Et je dirais que, outre les recommandations qui existent dans ce sens, il doit y avoir un engagement de la part des gouvernements et du personnel soignant, bien sûr, pour fournir le traitement et le médicament en lui-même. Bien, la prochaine question, je ne sais pas combien de pays ont des centres de traitement complets. Alors, la réponse est que la plupart des pays devraient en avoir un ou plus. Ces centres de traitement permettent de fournir un traitement aux personnes atteintes de l'hémophilie. On demande ici comment est-ce que l'on fait pour obtenir un soutien pour les concentrés de facteurs. Nous travaillons depuis plus de 25 ans et au cours de ces 10 dernières années, il y a eu beaucoup de progrès liés à la partie des politiques, des hommes politiques qui se rendent compte que les soins de santé sont très importants pour les élections. Et donc, les soins de santé sont considérés par les hommes politiques comme un point important et font l'objet de davantage d'attention. Ils arrivent à ce que l'hémophilie soit parmi les préoccupations des hommes politiques du pays. Donc, on se rend compte que le plaidoyer, la classe politique, à travers ce plaidoyer, comprend l'importance des soins de santé et qu'il faut attribuer à cela les budgets nécessaires. Ensuite, les pays ont amélioré leur situation concernant la prise en charge en elle-même. La prochaine question est du docteur Sergio Luis Gustavo. Il porte sur les directives, la troisième directive, la troisième édition de ce livre, et il demande si les chapitres 1 et 2 pourraient être un guide pour le développement d'un programme d'hémophilie. Et oui, je dirais que oui. Et est-ce que la greffe de foie est un soin pour les patients hémophiles? Oui, cela peut être parce que cela peut être un soin, une solution pour les patients hémophiles, parce que si on a un problème au niveau du foie, il y a ou une maladie maligne au niveau du foie, la greffe de foie peut être une solution. Ce n'est pas quelque chose que l'on propose parce que c'est une procédure très complexe qui n'est pas destinée en général aux personnes atteintes d'hémophilie. En général, on ne propose pas cela comme traitement. Ensuite, il y a une question. Au Nigeria, et combien de personnes atteintes d'hémophilie A et B, quelle quantité de tests, etc., de dépistage, etc. Faites-vous au Nigeria? Hein? Bien, merci beaucoup. Au Nigeria, la plupart de nos patients sont atteints d'hémophilie A. Je dirais que 90% des patients que nous voyons. Et en ce qui concerne le dépistage, nous faisons un dépistage dans le centre de traitement d'hémophilie. C'est la partie de recherche de base que nous faisons pour tous les patients, pour le diagnostic de tous les patients qui viennent dans nos centres. Et je ne sais pas, je ne me souviens plus de la dernière partie de la question. Et comment est-ce que vous faites la prise en charge de ces patients, hein, pour leur prise en charge? Bien, je dirais que dans mon propre centre, nous avons 2 patients qui sont positifs pour l'hépatite C, donc qui sont atteints d'hépatite C. Ce que nous avons fait, ça a été de les envoyer au gastro-entérologue et qui les a pris en charge. Il y a un traitement de l'hépatite C. Il n'est pas disponible dans votre pays. Il est cher. Il est disponible, mais il est très cher.
Et excusez-moi, je dois vous dire qu'il y a des accords en Inde, en Égypte, pour que le traitement de l'hépatite C soit moins cher. Je pense que votre organisation nationale membre doit essayer d'avoir accès à ces accords qui sont faits avec un organisme pour avoir un traitement de l'hépatite C à un prix inférieur. Oui, la dernière question que je voudrais commenter, la dernière question qui m'a été posée, je m'excuse de vous interrompre, hein. Je pense qu'on m'a... il y avait une autre question, mais c'était à propos des tests génétiques, des analyses génétiques. Oui, nous n'avons pas de généticien chez nous, nous n'avons pas de formation, donc nous ne faisons pas ce type d'analyse génétique au Nigeria. Bien. Et nous avons une question de Sergio Gustavo. Nous avons une situation qui est semblable à celle du Nigeria. Eh bien, il s'agit plus d'une déclaration que d'une question. Et nous allons la laisser de côté. Docteur Imran qui parle du Pakistan et des centres. Nous n'avons pas assez de centres, pas assez de traitements, pas assez de facteurs de traitement et les banques de sang ne fournissent pas les produits dont nous avons besoin, beaucoup de médecins, peu d'expérience. Bien, donc nous voyons qu'il y a un besoin de davantage de formation et de plaidoyer avec les gouvernements aussi. Ce serait l'étape finale pour parvenir à des résultats, de bons résultats dans ce pays. L'organisation de la FMH fournit des formations, un soutien au niveau national. Question au docteur Adolfina au Mexique. Est-ce que vous avez des tests de coagulation de type systémique pour vos patients? Chez un patient, par exemple, est-ce que vous proposez des analyses au niveau de la coagulation ou autre? Oui, en Mexique, nous avons des études et aussi il y a le dépistage des maladies transmises par transfusion. L'impact est très peu aujourd'hui. Hépatite C, il y a les traitements pour éradiquer les virus. Et il y a quelques patients VIH positifs qui ont une excellente qualité de vie. C'est une maladie chronique maintenant, le VIH. Et ils sont des patients qui ont une très bonne qualité de vie avec le VIH contrôlé. C'est un pourcentage très petit. Et l'hépatite C, on est en train de l'éliminer entre les patients atteints d'hémophilie qui avaient été infectés. Nous avons une bonne expérience en ce sens et nous faisons des études de laboratoire pour détecter ou pour dépister les inhibiteurs. Il y a un pourcentage bas de 11% pour les inhibiteurs que nous cherchons systématiquement dans les enfants chaque 6 mois et une fois par an pour les adultes. Bon, maintenant, on est en train de retraduire vers l'anglais ce que
Dr. Adolfina vient de dire. Nous avons essayé de répondre aux questions, mais nous n'avons plus de temps. Maintenant, nous devons finir. Nous allons répondre aux questions par courriel. Je vais finir le webinaire. Nous avons remercié les participants, plus de 100 participants de beaucoup de pays qui ont entendu les descriptions des éléments de soins qui ont été décrits dans la 3e édition des lignes directrices pour la prise en charge de l'hémophilie. Nous avons vu les principes, les services et les rôles. Après, nous avons entendu les descriptions des orateurs qui ont parlé de l'évolution des soins multidisciplinaires dans leur pays. C'est important de comprendre ce que nous essayons de faire. Nous voulons avoir des connaissances. Nous devons être passionnés en ce que nous faisons. Nous n'allons pas trouver la solution pour toutes les situations, mais nous allons améliorer les conditions de chaque pays et nous savons où nous voulons arriver. Il faut avoir les produits pour le traitement. Pour commencer la prophylaxie, il faut analyser les résultats et les informer. Avec ça, je voudrais remercier tous les intervenants, tous les participants et bien sûr la FMH pour avoir pris cette initiative. C'est un programme très intéressant. Ceci n'a pas été un séminaire web très facile. Il y a eu beaucoup de langues, beaucoup d'interprétations dans les discussions avec beaucoup de langues. Et nous vous remercions. Espérons vous revoir dans les prochains séminaires web. Merci et au revoir.